Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire de Timeline. C'est un vrai plaisir de recevoir pour la première fois l'historien Daniel Feldman pour son livre fantastique, j'ai pas peur de le dire, Le pétrole dans la Seconde Guerre mondiale, chez Passé Composé. Bonjour Daniel. Bonjour. Vraiment, je suis très content de vous recevoir. J'avais fait, je vous disais il y a un instant, hors micro, 3 ou 4 émissions sur l'histoire du pétrole. On avait pris, depuis les débuts, alors pas depuis les dinosaures évidemment, mais depuis les débuts de l'utilisation jusqu'à quasiment nos jours. J'avais pas trop insisté sur la Deuxième Guerre mondiale, mais on peut dire que c'est la première guerre essentiellement liée et dépendante du pétrole. Oui, c'est vrai, même si les choses sont bien sûr un tout petit peu plus complexes, mais de façon en premier abord, évidemment, il n'y a pas d'aviation sans carburant pétrolier. La totalité des marines de combat se sont converties au mazout, donc au carburant pétrolier. Et bien sûr, la motorisation des armées joue un rôle fondamental dans les campagnes militaires. Donc le pétrole est, d'un point de vue militaire, un petit peu partout, sans être non plus universel. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font sans carburant pétrolier, surtout sur les niveaux terrestres. D'accord, oui, les hommes évidemment ne fonctionnent pas. Et pas que. Fonctionner aux en faites, mais pas. Non, c'est aussi que, par exemple, les déplacements à longue distance, quand on veut traverser le continent, balancer une armée du front de l'Est au front de l'Ouest, se font toujours par rail. Ah oui, le train, oui. Donc au charbon. Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a pas mal de cartes. Enfin, il y a une carte sur la Russie, avec effectivement. J'ai eu l'impression, en lisant le livre, que, en fait, on va revenir dans le détail après, mais toutes les conquêtes, toutes les avancées, qu'elles soient allemandes ou celles des Alliés, c'était quasiment pour le pétrole, quoi. À certains moments, il y a des tournants dans la guerre majeurs qui sont vraiment dans un objectif de conquête pétrolière. Il y en a vraiment deux qui sont l'entrée en guerre du Japon contre les États-Unis, l'Empire britannique et les Pays-Bas en fin 1941. Et puis, il y a un moment de la guerre germano-soviétique, le deuxième été en 1942, quand l'objectif est vraiment la saisie des ressources pétrolières du Caucase. Toutefois, c'est aussi curieux, il y a si on se place un an avant ou un an après, le facteur pétrolier est moins important. Donc ça dépend du moment et du camp que l'on regarde. On ne peut pas dire comme ça que le pétrole est partout et explique tout. C'est un peu plus compliqué. C'est plus complexe. Avant d'entrer vraiment dans les détails, en quoi les compagnies pétrolières ont joué un rôle avant même 1939 parce que c'est vrai que ce pétrole a une histoire, que ce soit l'URSS évidemment, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, la France aussi, enfin, tout le monde a fait la course au pétrole. Quel rôle elles ont vraiment joué? Alors, on rentre dans un des aspects qui est, je pense, les plus intéressants, les plus surprenants dès qu'on rentre dans cette problématique pétrolière, c'est qu'on n'a pas les acteurs traditionnels que l'on trouve dans la guerre. Dans la guerre, on a traditionnellement des États-nations avec leurs forces militaires, qui sont les deux grands acteurs. Et ici, dans le pétrole, il y a un troisième type d'acteurs, de personnages, d'entités, qui sont les entreprises pétrolières. Et les entreprises pétrolières dans le pétrole, contrairement à la plupart des autres commodités, contrairement à l'acier, le charbon, etc., sont des multinationales, bon, le terme est un peu anachronique, mais des multinationales extrêmement importantes, globalisées, et qui ont intégré tous les éléments de production, raffinage, transport du pétrole. Ce sont des entreprises qui pensent mondial, et ce sont parmi les premières à le faire dans l'histoire. En outre, ces entreprises, alors c'est dominé par 3 grandes entreprises, il faut les citer, je pense qu'on ne peut pas faire autrement, qui sont la plus ancienne, qui est une héritière de l'empire Rockefeller, qui s'appelle Standard Oil of New Jersey. Donc aujourd'hui, cette entreprise existe toujours, c'est ExxonMobil, c'est le premier pétrolier du monde. Voilà, elle utilise la marque SO en France, et SO c'est SO. C'est ça, pas E2SO comme on avait chez nous en fait. Oui, c'est SO, donc Standard Oil, voilà, qui rappelle ses origines. Et c'est parmi les entreprises américaines, le pétrole est déjà très important aux États-Unis, c'est la principale entreprise américaine implantée
en dehors des États-Unis. Et puis il y a 2 autres entreprises. Il y a un groupement entre des Britanniques et des Néerlandais qui est Shell, Royal Dutch Shell, dont l'origine et l'exploitation depuis aux Indes néerlandaises, c'est-à-dire dans l'actuelle Indonésie, et le transport maritime. Et la troisième, qui est aussi singulière, qui est l'ancêtre de BP, de British Petroleum, l'anglo-iranienne, qui est une entreprise qui appartient pour moitié à la couronne britannique et qui est d'abord chargée de l'exploitation du pétrole en Iran. Mais ces 3 entreprises s'étendent bien au-delà. Partout où il y a du pétrole, ça les intéresse. Et ce qui est vraiment aussi inattendu, je pense, surtout quand on est dans notre époque où on promeut la libre concurrence, etc., c'est que ces entreprises vont s'entendre, à la fin des années 20, dans un cartel pour contrôler les prix et s'assurer la stabilité de leurs profits à un niveau élevé. Donc il y a un moment où les patrons se retrouvent dans un château en Écosse et autour d'un verre de whisky et entre 2 parties de chasse, décident d'un cartel mondial. Ça, c'est génial. On se croirait à la mafia. Enfin, c'est vraiment, on est à la limite mafia. Ouais, sans le côté... sans le côté peut-être criminel. Et vont organiser ce cartel avec toute une série d'accords hyper sophistiqués entre eux, comme vraiment des traités privés. Et pour ces entreprises, eh bien, un des paramètres importants, c'est le maintien des règles de ce cartel. Et donc, ensuite, les modalités ou les desiderata des États, on veut certes les satisfaire, mais en réalité, sans toucher au cartel, s'il vous plaît. Évidemment. Voilà. Les Russes, au début, ont été très en avance dans la recherche de pétrole. Ils n'existent plus à ce moment-là, les entreprises russes? J'ai un peu moins creusé, je reconnais tout de suite l'aspect soviétique parce que les sources en russe m'échappent un petit peu. Mais de façon générale, les États-Unis... l'URSS, comme les États-Unis, est autonome en pétrole, c'est-à-dire dispose de ressources pétrolières suffisantes pour sa consommation, les ressources du Caucase. Curieusement, dans les années 20, il y a plutôt un accent mis sur le développement du charbon et de l'acier, en fait, dans les grands plans. Peut-être parce qu'ils n'ont pas une angoisse pétrolière. Donc, ce qui fait que l'URSS a ce dont elle a besoin, mais exporte finalement très peu. On sait si ces entreprises, si ce cartel a senti venir la Deuxième Guerre mondiale ou... Je pense comme tout le monde, je veux dire, ça se sentait quand même beaucoup à partir du moment où l'Allemagne et le Japon sont dans des politiques expansionnistes agressives. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Le réarmement allemand n'est absolument pas un secret. Il est connu, il est fait quasiment au vu et au su de tout le monde dès 1934. Donc, ça n'empêche pas les entreprises pétrolières, en particulier Standard Oil of New Jersey, donc l'ancêtre d'Exxon, de procéder à des transferts de technologies vers l'Allemagne, transferts de technologies qui ne peuvent avoir qu'une utilité militaire. Je pense à une amélioration de l'essence d'aviation. Voilà, c'est logique. D'ailleurs, les États-Unis, on le dit pas assez, ont quand même hésité à soutenir ou pas les nazis. Non, quand même pas. Ça rentre pas dans cette émission-là, mais il y a quand même eu des hésitations. Vous pensez qu'un jour, après l'âge de pierre, l'âge du fer, etc., on dira que c'est l'âge du pétrole, ce 20e siècle? Avec l'électricité, sans doute. Ouais. En tous les cas, ça peut le faire. Ouais. L'Allemagne, dans la recherche de pétrole... Alors l'Allemagne, dans la recherche de pétrole, il y a quelque chose de complètement paradoxal. Donc, bien sûr, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France sont des consommateurs importants de pétrole, le Japon aussi, mais qui sont dénués de pétrole dans leur sous-sol. Et en plus, pour les Français et les Anglais, bien que leurs empires coloniaux ou les dominions fassent à peu près 30% des terres émergées, c'est pas de chance, il n'y a quasiment pas de pétrole. Ou tout du moins, on ne l'a pas trouvé à cette époque, il n'est pas accessible à cette époque-là. Et donc, tout le monde creuse pour essayer de trouver du pétrole dans son sous-sol. Ça, évidemment. Normal. Évidemment. Et il y a quelque chose d'assez particulier en Allemagne, c'est que, il se trouve qu'en Allemagne, il y a du pétrole dans le sous-sol. Et donc, ils finissent par le découvrir. Il est au nord de l'Allemagne, en gros, dans la plaine,
entre Hanovre et Hambourg, pour faire à peu près, de façon à peu près schématique. Et des puits sont découverts à mesure des années 30, donc un programme d'exploration est lancé. Et ces puits vont être exploités surtout après-guerre et vont sortir des volumes, jusque dans les années 50-60, des volumes qui vont s'avérer bien au-delà de ce dont l'Allemagne nazie avait besoin. Donc en fait, il y avait du pétrole en Allemagne. Mais il n'a pas été exploité par l'Allemagne. Et c'est intéressant, je pense, de voir pourquoi. Alors là, il faut introduire un autre personnage dont on n'a pas parlé, qui est le grand chimiste allemand, Ligue Farben, qui groupe donc toutes les entreprises chimiques. Et Ligue Farben, dans les années 20, a fait le pari du pétrole synthétique. Oui, c'est ça. J'allais venir, c'était la question qui suivait, évidemment. La transformation de charbon en pétrole. Ils ont un processus chimique qui permet de le faire. Ils pensent qu'ils vont remplacer l'industrie pétrolière, en fait. Or, avec la crise de 1929, la demande s'effondre et les prix baissent. Et donc, l'investissement qu'a fait Ligue Farben dans cette technologie s'avère dangereux dans le sens où il n'y a plus de débouchés, c'est trop cher. On arrive même au stade où ça met la santé financière de ce conglomérat à risque. Et donc, le seul moyen de s'en sortir pour ces gens-là, c'est que la filière soit subventionnée par l'État. Donc ils vont procéder à un lobbying avant et après l'arrivée des nazis, c'est vraiment continu, pour obtenir des conditions favorables permettant la survie de cette filière et la sauvegarde de leur énorme investissement et le fait qu'ils ne meurent pas. De leur point de vue, si on se met à découvrir du pétrole dans le sous-sol allemand, il n'y a plus besoin de leurs usines de pétrole synthétique. Ouais. Et Ligue Farben va se débrouiller de façon politique et de façon vraiment intéressante pour marginaliser la filière d'extraction pétrolière en disant que ça n'est du pétrole qui n'est bon que pour faire des lubrifiants et que les lubrifiants c'est quand même très important, il faut être autonome en lubrifiant. Alors les lubrifiants ça représente quelques pourcents de la consommation totale de produits pétroliers. Il en faut certes, mais voilà. Et vont donc se débrouiller pour spécialiser le pétrole brut allemand dans cette filière et sauvegarder leurs propres usines qui servent à faire de l'essence. D'accord. Spécialité allemande, la Blitzkrieg, donc la guerre éclair, a évidemment besoin de carburant, besoin de pétrole. Mais on a l'impression qu'en fait, au fil des années, ça n'a pas été assez pris en compte que finalement, ils en ont manqué énormément. Alors, c'est compliqué. C'est pour ça que vous êtes là. Pour rentrer un petit peu dedans. Alors, bien sûr, la Blitzkrieg, donc une guerre motorisée, il faut faire voler des avions, il faut faire avancer des chars très vite, il y a besoin de carburant pétrolier. Mais c'est aussi, ça se veut aussi des campagnes brèves, ce qui font que la consommation de carburant pétrolier n'est pas si élevée. D'accord. Et qu'en particulier, les campagnes de Pologne en 1939 et de France en 1940 sont des victoires si rapides que les Allemands constatent qu'ils ont consommé moins que ce qu'ils pensaient. D'accord. Ils en sont même au stade où, fin 40, ils ont des stocks plus élevés que ce qu'ils avaient fin 39, parce qu'ils ont moins consommé et puis qu'ils ont réussi dans les conquêtes à récupérer un petit peu de citernes pétrolières. Ouais. En particulier aux Pays-Bas où justement, Pays-Bas, le pays de Shell, Shell n'a pas fait brûler ses grandes citernes à Amsterdam. Tandis que l'armée française en retraite, comme Mac Bloch le raconte, parce que Mac Bloch était responsable du ravitaillement dans certaines troupes, a réussi à mettre à feu les citernes à mesure qu'ils reculaient. La terre brûlée, mais ouais. Donc finalement, les Allemands n'ont pas tant consommé que ça au début. Mais quand vient la guerre germano-soviétique, on n'est pas sur les mêmes échelles, à la fois en termes de nombre de troupes et évidemment de distance. Et donc là, la consommation va exploser. Les Allemands, les économistes s'en inquiètent avant le démarrage de cette campagne, mais les économistes ne sont pas du tout écoutés par le pouvoir politique, qui passe totalement outre ces alertes et qui dit on a du pétrole pour 4 mois, et de toute façon ça suffira pour gagner cette guerre, c'est bon. Et ça finit par provoquer une crise à la fin de l'automne 1941, au moment où les Allemands font leurs derniers efforts à peu près contre Moscou. Et là, on a des cas de panne sèche. Toutefois, c'est difficile de dire que c'est à cause d'un manque de carburant. Il semble que c'est plutôt le fait que le carburant n'était pas au bon endroit
et qui a surtout de gros soucis de logistique, Mm. c'est-à-dire les capacités allemandes à ravitailler des troupes aussi éloignées et défaillantes. Non pas qu'il manque quelque chose, mais les trains, les systèmes de camions, etc., marchent moins bien, quoi. J'avais lu des témoignages, alors je sais plus, c'était pas pendant Barbarossa, mais peut-être vers la fin de la guerre, où les soldats couraient pour aller chercher avec des jerrycans d'essence, en fait, pour ravitailler les chars. C'était incroyable, en fait. On est là, c'est-à-dire que les aspects secondaires de transport, c'est-à-dire avoir des camions qui eux-mêmes vont consommer du carburant pour transporter du carburant, ben ça, les Allemands en sont très démunis. Non pas que l'Allemagne ne soit pas très motorisée au début de la guerre, elle l'est, mais il y a une attrition phénoménale dès Barbarossa, peut-être 75, je me souviens plus des chiffres, 75-80% des camions sont perdus, l'industrie n'est pas du tout capable de les remplacer. Les prises qu'on a au niveau des soviétiques sont un pis-aller. Oui, on récupère quelques milliers de camions. D'accord. Mais évidemment, ces camions, dès qu'ils s'usent et qu'ils tombent en panne, on n'a pas les pièces détachées. Bon, voilà. Et donc, la logistique allemande, elle continue à se faire au rail, au cheval, voire à pied. Ouais. Voilà. Et pourtant, ils ont une logistique pendant toute cette période qui est absolument phénoménale. Ils ont essayé de penser à tout quand on voit tout ce qu'ils ont. Ça reste incroyable. En tout cas, pour moi qui suis bordélique à souhait, pour moi, c'est absolument dingue. Et en parallèle, quand on voit les Alliés, la préparation du débarquement et ce point vital des tankers, ce point vital des ports artificiels et donc du pétrole qui doit arriver, ils ont pensé à ça. Oui, c'est dans leur culture. C'est-à-dire que pour le Royaume-Uni, et par extension pour les États-Unis, se battre au-delà des mers, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ah oui, je comprends. Voilà. C'est logique. Tandis que pour l'Allemagne, ou voire pour la France, se battre, non, on est d'abord sur des combats terrestres. Et oui. Donc le fait de penser à toutes les capacités de soutien d'une troupe au-delà des mers, c'est culturel en fait pour les Britanniques. Donc oui, on y pense, on prévoit les choses, et on forme les gens depuis des décennies, etc. etc., etc. Ok, je comprends. Ouais, c'est intéressant culturellement. Les gisements roumains de Ploiesti, je sais pas comment on dit. Ça, c'est un point vital pour l'effort de guerre allemand. Alors c'est un point important. C'est la principale source de pétrole en Europe continentale. Elle est importante sans être suffisante pour tout faire, notamment parce que les Roumains eux-mêmes consomment beaucoup, peut-être un tiers de ce qu'ils extraient de leur propre sol. Mais c'est important, en particulier, juste avant la guerre, à partir de 1938, l'Allemagne se rend compte que son programme de pétrole synthétique ne monte pas en charge suffisamment rapidement pour couvrir ses besoins. Elle se doute bien que le jour d'une déclaration de guerre, il y aura un embargo et qu'il sera plus possible d'importer d'outre-Atlantique, que ça vienne du Venezuela, du Moyen-Orient, ou que ce soit. Donc, se tourne vers la Roumanie. Et la Roumanie, traditionnellement, c'est un pays qui est pro-allié, parce que la Roumanie est un des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, a bénéficié d'une énorme extension territoriale à l'issue de la guerre, et donc tient au maintien de tous les traités, y compris au traité de Versailles. C'est son point de vue. En outre, des industriels qui sont en Roumanie, il n'y a aucun capital allemand. Il y a des Britanniques, des Américains, comme on a dit, il y a aussi des Français et des Belges, mais il n'y a rien, en fait, du côté allemand. Donc les Allemands partent de loin, mais vont faire pression pour obtenir du pétrole. Et là, pour faire vite, pendant 2 ans, c'est-à-dire sur les années 39-40, et y compris après donc, le début de la guerre, il y va y avoir une lutte non armée, en fait, entre Britanniques et Allemands là-dessus. C'est-à-dire que les Britanniques vont comprendre bien sûr que ce pétrole est important, et vont avoir une politique toute bête consistant à l'acheter à n'importe quel prix. En disant, voilà, nous, on est capable de mettre de l'argent dessus. Et l'Allemagne, pour des questions à la fois financières et diplomatiques, va avoir du mal à suivre, ce qui fait que pendant un temps, en fait, les Britanniques vont réussir à capter beaucoup plus de pétrole roumain que ce qu'ils auraient eu le droit de faire. Ouais, c'est stratégique. Et puis, accessoirement, les Britanniques ne s'arrêtent pas là, ils s'imaginent aussi pouvoir saboter le pétrole. Et donc on a en Roumanie les premières tentatives d'opérations spéciales, alors qui sont plutôt comiques en fait, malheureusement. Donc
ils envisagent de mettre à feu les puits de pétrole, mais ça ne peut se faire que si les Roumains sont d'accord. Alors, ça discute beaucoup, mais ça n'arrive à rien. Mais surtout, une fois que le blocus naval est en place, hein, le seul flux logistique pour exporter ce pétrole, ou le principal, consiste à remonter le Danube. Donc on a des barges qui remontent le fleuve jusqu'au cœur de l'Europe. Il se trouve qu'il y a une section du Danube, à la frontière entre la Roumanie et la Yougoslavie, les gorges de fer, une section étroite avec des courants très forts, et l'idée des services spéciaux serait de bloquer ce passage, ce goulet, en coulant des barges pleines de ciment à cet endroit-là. Et donc une opération alambiquée est montée, consistant à faire remonter des barges le long du Danube, dans un convoi spécial. Alors c'est totalement anormal pour tout le monde. En plus, ce sont des bateaux qui ont l'Union Jack comme drapeau. Les couvertures sont très fines, puisqu'on a des agents qui n'hésitent pas, qui, lors de leur voyage vers la Roumanie, se présentent comme des journalistes, mais ne sacrifient pas leur entraînement militaire tous les matins, leur gymnastique militaire au vu et au su de tout le monde. Qui ont des passeports émis exactement le même jour. Rocambolesque. Oui, qui ne respectent aucune discipline, pour faire plus vrai, qui laissent les équipages se balader en ville, les résultats, ça parle à tout le monde de ce qu'on est en train de faire, etc. etc. Et ça marche. Non, ça ne marche pas. Non, c'est-à-dire que c'est tellement gros que les Allemands ont aussi une force de contre-espionnage, en fait, parce qu'ils sont conscients du risque et des dangers qu'il y a. Alors, il y a un précédent en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, juste avant que les Allemands conquièrent la Roumanie, tous les puits ont été mis à feu. Donc voilà, c'est pas du tout une surprise. Ils ont aussi leur FEO qui vont arrêter et puis finalement fouiller le convoi, trouver les explosifs, voilà, fin de l'histoire. L'ambassade britannique se fendant d'un communiqué disant que oulala, mais ça n'est rien, c'est juste que l'inventaire, le mot m'échappe, l'inventaire des biens, le manifeste de bord, c'est ça, le manifeste de bord était inexact, voilà, c'était le seul problème. Le SOE à ses débuts. Après, il y a le Caucase et Bakou, tous les champs pétrolifères, évidemment, à l'est. Alors là, on est sur la deuxième année, donc on fait un bond en avant, on est sur la deuxième année de la guerre germano-soviétique, donc la première année n'a pas abattu l'Union soviétique, et il y a eu une crise militaire. Hitler a repris le commandement militaire à proprement parler, vraiment des opérations. Et Hitler va définir une stratégie qui fait tout à fait sens pour la deuxième année. Une stratégie qui est basée sur l'objectif économique, qui est la saisie des ressources pétrolières du Caucase. Et c'est intéressant parce que cette stratégie, elle consiste à prendre comme hypothèse que si jamais l'Allemagne se saisit de ces ressources pétrolières, elles vont évidemment lui servir, mais en particulier lui permettre d'être autonome en termes d'aviation, etc., face au retour attendu des Anglo-Américains à l'Ouest. Mais même si l'Allemagne n'est pas capable d'exploiter ces ressources, à partir du moment où elle en prive l'Union soviétique, on estime que ça va pas inciter l'Union soviétique à cesser la guerre, les armées ne vont pas se rendre. Toutefois, faute de pétrole, elles ne risquent pas de pouvoir revenir et reconquérir le territoire, si elles n'ont pas les capacités de se motoriser, etc. Donc tout ça est parfaitement logique. Et donc c'est l'objectif qui est lancé dans cette deuxième année de campagne. Alors, le même Hitler, après quelques semaines, parce que les choses se passent très très bien, va diviser son effort en deux. Donc après avoir défini une super stratégie, il va la ruiner en décidant d'aller à la fois sur le Caucase et sur Stalingrad. Donc ça, je ne reviens pas sur la bataille de Stalingrad. Mais l'avance vers le Caucase va permettre aux Allemands d'atteindre les premiers gisements de pétrole, ceux qui étaient le plus proches, qui font peut-être 10% de ce qui était disponible, donc c'est petit. Toutefois, quand ils arrivent, ça a été complètement détruit par les Soviétiques, mais une destruction exhaustive, où tout a été
tout a été détruit, non seulement les installations primaires, mais les circuits électriques, tout ce qu'on veut. Ils ont l'habitude de faire la terre brûlée. En tous les cas, là, ils avaient acquis une expertise Ouais. pour le faire, avec même des idées assez originales. Il y a le géologue en chef allemand, quand il arrive sur place, il dit « mais c'est affreux, il faut amener chaque clou ». Voilà. Oui. Et en plus, ça reste des zones de combat pendant longtemps, et donc les Allemands ne vont quasiment pas réussir à extraire de pétrole, enfin quelques bidons à peine, avant d'être chassés et de devoir partir. Oui. Revenons à la France, à ce qui se passe en France. Il y a un passage qui m'a fait beaucoup sourire parce qu'on va dire déjà, on a l'hydre administrative en France avec la folie absolue puisque, donc, comme on le disait tout à l'heure, ils nous privent de pétrole, nous, donc on n'a plus rien, on peut plus vraiment circuler comme on veut. Et alors là, chez nous, c'est pire que tout. Et pourtant aujourd'hui, on est bon, hein, mais à l'époque, ils se sont surpassés. Le CO, les technocrates, Alors, conseils, les comités. oui, j'ai essayé dans ce livre, j'ai essayé dans ce livre de parler des aspects diplomatiques et militaires, mais aussi de parler des aspects sociaux. Ah ouais. Donc d'avoir une échelle complètement différente. Et j'ai pris un exemple j'ai pris le problème inverse, c'est-à-dire au lieu de parler de qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole, je me suis posé la question qu'est-ce qui arrive quand on n'a plus de pétrole. Quand on en a plus, oui. Et c'est ce qui arrive à la France occupée, car du jour au lendemain, il n'y a plus de pétrole. Or la France est un pays très motorisé. C'est le plus motorisé d'Europe après le Royaume-Uni. On ne se rend pas compte. Voilà. Et déjà à l'époque, donc énormément de choses fonctionnent dans l'économie avec le moteur, des camions, etc. Donc une bonne partie du transport de marchandises ou de l'activité économique ou, je ne sais pas, le déplacement des médecins, etc. Mm. Et donc Vichy se retrouve donc dénué de pétrole. Hein. Alors, Vichy va essayer d'en quémander auprès des Allemands, comme Vichy le fait tout le long. Alors évidemment, les Allemands ne donnent que quelques gouttes. Et qu'est-ce que va faire Vichy ? Vichy va tenter de réguler cette activité. Alors il faut voir qu'on a à ce moment-là ce fantasme de une administration qui se verrait découpler des exigences politiques, donc de l'élection, du fait qu'il y ait un député qui a un intérêt local, mais qui se trouverait aussi découpler des forces capitalistiques, qui ne seraient pas à la main d'une entreprise qui ne cherche que le profit. Et bien, une administration comme ça serait plus efficace. Il y a cette croyance, je pense que j'utilise le terme de fantasme parce que c'en est un. Alors, c'est pas très, très connu, mais c'est mis en évidence déjà dès les travaux de Robert Paxton dans les années 60. Mais au départ, Vichy va attirer beaucoup de gens brillants, de cerveaux, des polytechniciens, des conseillers d'État, etc., qui pensent qu'ils vont pouvoir mettre tout ça au service du bien général, du bien commun, plutôt que d'intérêts particuliers. Bon, il n'y a pas deux personnes qui sont d'accord sur ce que signifie bien commun, donc voilà. Et ça va se traduire en particulier dans le système vichiste par une accumulation d'entités de contrôle, pour être plus efficace que le marché, etc. Donc, par exemple, de ce qu'ils appellent des comités d'organisation. Les fameux CO. Les CO. Donc, ils mettent en place des comités d'organisation chargés de distribuer le peu qu'on a. Alors, il y en a un nombre extraordinaire qui touche au pétrole. Puisqu'il y a un comité d'organisation de l'automobile, il y a des comités d'organisation du carburant, et puis il y en a 7 ou 8, je ne vais pas tous les lister. Et puis parallèlement à ça, Vichy, comme il n'y a plus de pétrole, va promouvoir un substitut. Le gazogène. Alors il faut peut-être dire ce que c'est que le gazogène, parce que je pense que c'est pas forcément connu, c'est oublié, même si on a peut-être vu des photos. Le gazogène, c'est un moyen de faire avancer un moteur à explosion, une voiture, avec des gaz issus de la combustion du charbon de bois. Donc au lieu de mettre du pétrole minéral, on va faire brûler du charbon. Alors ça nécessite d'équiper le véhicule avec de grands cylindres. Ce qu'on voit dans les films, sur des photos. Ouais, ce qu'on voit sur des films, sur des photos, c'est-à-dire voilà. Et par contre, on n'a pas besoin de changer de moteur. C'est un gros avantage. Donc on peut récupérer des véhicules qui existent déjà. Et donc Vichy, évidemment, va promouvoir ce substitut, et dès l'été 1940, alors c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a tout l'écosystème
qui se met en place, donc de la publicité dans toutes les publications qui existent, que ce soit grand public jusqu'à Science et Vie, etc. Donc les leaders d'opinion qui sont dessus. On voit une photo du maréchal Pétain auprès d'un tracteur au gazogène. On a une école de formation des conducteurs. On a des industriels qui... c'est une technologie qui est mature, donc des industriels qui se mettent en place pour ça. On a tout l'écosystème. Alors, deux problèmes. Le premier problème, c'est que ça dure qu'1 an parce que après un petit moment, on se rend compte qu'on n'a pas assez de forêt ou de charbon de bois de façon pour faire tourner l'ensemble. Donc personne n'a pensé le truc de la forêt à la roue. Donc il faut mettre une limite. Mais aussi, le gazogène, l'expérience de conduite, si on peut en parler, l'expérience de conduite est catastrophique. Donc, pour démarrer un truc pareil, il faut chauffer l'énorme cylindre. Ça prend une demi-heure. En plus, c'est extrêmement sale. On se salit. Donc, vous voyez, le démarrage n'est pas à la minute. Et puis, une fois que le véhicule est lancé, alors s'il circule sur du plat, un camion, il peut faire peut-être... 30-40 km/h, mais dès que ça monte ou ça descend, il y a des problèmes. Alors on va dire, pourquoi est-ce qu'il y a un problème quand ça descend ? Non, quand ça descend, évidemment, ça descend, c'est bon, mais quand ça descend, les gaz vont refroidir, ce qui fait que dès que ça remonte, on n'a plus la puissance. En outre, les routes sont telles qu'elles sont, et donc la puissance des véhicules s'avère des fois pas suffisante pour monter les pentes. J'étais tombé sur un cas, certains Normands le savent peut-être, je crois que c'est la N12 près d'Alençon, où il y a une longue pente de plusieurs kilomètres, et en fait les camions n'arrivent pas à la monter en marche avant, même en première, donc sont réduits à essayer de monter en marche arrière, parce que la marche arrière est plus puissante dans le couple moteur que la marche avant, et arrive à monter à peut-être 5-6 km/h la pente, c'est-à-dire à la vitesse d'un piéton, qui donc peut le dépasser. Ça prend un temps fou pour arriver à monter ça. Et avec tout ça, en plus, vous avez une autonomie de 3-4 heures. Après 3-4 heures, il faut retrouver du charbon ou du bois pour que ça continue. Donc, bien que tout l'écosystème soit en place, évidemment, l'expérience utilisateur est catastrophique. Et le gazogène, c'est le rutabaga. C'est ça, ouais. Voilà. C'est les technocrates. C'est assez dingue. Hein. C'est drôle, en lisant, ça me faisait penser à Coluche qui disait ces technocrates, si on leur donnait le Sahara, 5 ans après, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. c'est exactement ça. Il y a cette croyance, il y a cette croyance, et c'est des cerveaux très compétents. Et pourtant, oui, ils sont reconnus dans leur technicité, mais l'idée comme quoi le bon sens ou le bien commun pour remplacer les choses. En fait, il n'y a pas deux personnes qui ont la même idée de ce que c'est le bon sens ou le bien commun. Ouais, donc l'expérience utilisateur, c'est autre chose encore. Voilà. On est d'accord. C'est pour ça que j'insistais sur les Allemands qui avaient essayé quand même de penser à beaucoup de choses par rapport à tout ce qu'ils faisaient. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été capable de le faire. Cette motorisation allemande de cette guerre éclair, à un moment donné, il manque réellement de pétrole. Est-ce que ça peut expliquer aussi une partie de la défaite, des défaites ? C'est plus compliqué que ça. Il manque réellement de pétrole, mais là, vraiment, il faut un petit peu être un peu plus précis. Ouais. Je suis désolé. Donc, vous êtes là pour au départ... au début de la guerre en 39-40, en fait, les Allemands ne manquent pas de pétrole parce que les campagnes sont très brèves. D'accord. Voilà. En 41, ils pensent qu'ils vont en manquer, mais ils se lancent quand même et ils finissent par avoir un problème fin 41. En 42, comme on l'a dit, Hitler dit « Si j'ai pas le pétrole, j'ai perdu la guerre ». Mais il n'a pas le pétrole et c'est pas ça qui lui fait perdre la guerre. Et curieusement, en 43, le facteur pétrolier disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problèmes de pétrole pour l'Allemagne. Et c'est dû à une conjonction de deux choses. D'abord, à force d'avoir construit des usines de pétrole synthétique, même s'ils ont pris du retard, ces usines ont fini par démarrer. Donc la production a augmenté, et en plus, ils ont mis la main sur tout ce qu'ils pouvaient en Roumanie. Et puis, l'autre explication, c'est que la configuration militaire met les Allemands sur la défensive. Donc ils reculent, ils n'ont plus des avancées de 200 ou 300 km qu'il faut nourrir. Ils sont contraints d'abandonner le théâtre d'Afrique du Nord. Donc le ravitaillement complexe de leur armée au-delà de la Méditerranée, ils n'ont plus à le faire. L'Italie sort de la guerre en septembre 1943. Et donc, sa flotte passe aux Alliés. Il n'y a plus besoin de ravitailler cette flotte. Évidemment. La guerre sous-marine ne fonctionne plus. Il n'y a plus besoin. Et donc, en réalité,
les besoins allemands, à cause de cette configuration défensive, ou grâce à cette configuration défensive, n'augmentent plus. Et donc, ayant augmenté leur production, ils se retrouvent dans une situation assez confortable en 1943, ce qui fait que le pétrole n'est plus du tout un sujet au niveau des directions. Et ça change du jour au lendemain, en mai 1944, quand enfin les bombardiers américains se décident de cibler les usines de pétrole synthétique. Et là, tout d'un coup, c'est la panique. Et donc là, ça redevient très important. Donc le pétrole est important à certains moments, pour certains camps, mais pas de façon permanente. C'est vraiment, ça varie, quoi. Ouais. J'ai cité rapidement El Alamein, la bataille d'El Alamein, enfin toute la remontée, en fait. Ça a été... le pétrole est un élément déterminant. Il fallait en avoir, parce qu'il fallait vraiment se battre, quoi. Oui, il fallait en avoir. Alors, pour deux points de vue, du point de vue de l'armée impériale qui est réunie sous commandement britannique, qui se trouve en Égypte, en fait, le problème pétrolier est mineur, parce qu'ils sont ravitaillés depuis... le pétrole d'Iran ou d'Irak. Donc en fait, c'est assez près. Et eux n'ont aucun problème de ravitaillement. Un peu par hasard, mais c'est comme ça. Le problème est du côté allemand. Et en particulier, Rommel se plaint sans arrêt, de façon continue, du fait qu'il n'a pas assez de carburant. Et puis dans ses écrits posthumes, il va blâmer, entre autres, il va blâmer la défaite d'El Alamein et ses défaites en général sur beaucoup de facteurs, dont le fait qu'il n'avait pas de carburant. Alors Rommel va se plaint de tout, il se plaint du fait qu'il n'a pas assez de troupes, pas assez de carburant, que les Italiens ne sont pas compétents, etc. Il se plaint de tout, sauf de la capacité de combat de ses soldats, et sauf du talent des généraux, c'est-à-dire de lui-même. Donc il faut prendre ça avec un tout petit peu de recul. Et la réalité est vraiment étrange, parce que si ces plaintes, en fait, sont tout à fait documentées, il y a beaucoup de documents où Rommel envoie des rapports avec des chiffres, etc., et réclame davantage de carburant pétrolier. Comme les Allemands les Italo-Allemands sont à un jet de pierre d'Alexandrie, du canal de Suez, que c'est la seule fois que ça arrive, à partir de l'été 1942, en fait, ça mobilise toute la hiérarchie, et tout le monde... et pas seulement sur place, mais donc en Italie, en Allemagne, est conscient de l'opportunité. Et de façon inattendue, les Italiens vont expédier énormément de ravitaillement vers l'Afrique du Nord. Beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est-à-dire, les flux atteignent des sommets, en fait, y compris du ravitaillement pétrolier. Et ça, en dépit des sous-marins et des avions britanniques. C'est-à-dire que les pertes des convois italiens touchent aussi des sommets à ce moment-là. Néanmoins, le net de ce qui arrive sur les ports d'Afrique du Nord est quasiment à un sommet. En fait, la flotte de transport italienne, la flotte civile, se sacrifie en réalité pour ça à ce moment-là. Et pourtant, Rommel se plaint de ne pas avoir de carburant. Et donc, néanmoins, il y en a beaucoup qui arrivent dans ces ports. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une somme de deux choses. C'est que les Allemands sont tellement avancés par rapport au port qu'il y a une déperdition de carburant lors du transport. C'est-à-dire que le camion lui-même, la consommation du camion lui-même pour faire la distance va prendre peut-être 20 ou 25% de sa capacité d'emport. Wow. Donc un camion qui a 1 tonne, il y a 250 kilos qui sont son propre carburant. Donc ça fait beaucoup. Et puis, aussi, Rommel touche beaucoup de renforts, il touche beaucoup de nouveaux matériels. Il n'y a pas d'autres, comme des gros chars, il n'y a pas d'autre moyen de les amener sur ce front qui a plusieurs centaines de kilomètres de Tobruk que de les faire rouler. Alors, un gros Panzer, ça fait du 100 litres au 100. C'est monstrueux, évidemment. Et à aucun moment, la direction militaire allemande se pose une question d'adéquation entre les troupes combattantes et la taille du tuyau pour les ravitailler. Donc ils en mettent trop, alors forcément ils en manquent. Ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que, alors si on regarde le détail des campagnes, mais il y a une période de calme en fait avant que l'armée sous commandement britannique attaque à El Alamein, une période de calme d'environ 2 mois à peu près, pendant laquelle les stocks de carburant allemands se reconstituent. Et ils sont assez libéraux avec leur consommation au quotidien. Ils font pas très attention.
Et juste avant, dans des questions de rotation de tankers, et puis 2 coups au but sur des gros bateaux par les Britanniques, juste avant l'Allemagne, un peu par hasard, font que tout d'un coup, le robinet se coupe juste 2 semaines. Et on voit les instructions de précaution, d'économie de consommation, qui ne sont émises que quelques jours avant l'attaque britannique. C'est-à-dire que localement aussi, le commandement allemand les officiers subalternes ne sont pas spécialement mobilisés pour faire attention à la consommation, au stock. C'est passionnant parce que vous avez plein de schémas en plus sur ce moment-là. Vous expliquez effectivement les tanks, etc. Il y a des schémas, il y a des cartes et tout. On comprend bien. Est-ce que pour les Américains, c'est devenu une arme stratégique, ce pétrole ? C'est un outil plus qu'une arme. Alors, les États-Unis sont le premier producteur de pétrole de la planète. Ne vont pas subir de pénurie. Il va y avoir quelques économies d'énergie, des petites restrictions à la consommation, mais qui sont quand même pas très importantes. Et puis leur économie va se mettre en place, en particulier, leurs chantiers navals vont sortir tous les pétroliers, les tankers, à la fois pour remplacer les pertes de la bataille de l'Atlantique, donc les sous-marins allemands, à cause de ça, vont jamais vraiment menacer le flux, mais c'est parce qu'il y a des contre-mesures, justement. Et puis, ça va permettre de noyer, il n'y a pas d'autre mot, de noyer les îles britanniques sous le flux de carburant. C'est-à-dire la quantité de carburant qui arrive en Angleterre est monstrueuse à partir de 43-44. Et ça permet, par exemple, de faire voler des milliers d'avions en bombardement stratégique, mais sans aucun souci sur ce qu'on gloute en carburant. Ça explique tout. Ça explique aussi pourquoi il fallait à tout prix défendre la route de l'Atlantique, en fait. Il fallait en général... Oui, de toute façon, il fallait la défendre, mais l'importance capitale, en fait. On fait le flux quand on regarde le flux de marchandises qui traverse l'Atlantique, oui, le simple carburant, ça fait, alors je me souviens plus des chiffres, mais je crois entre 30 et 50% de ce qui passe. Oui, en fait, c'est beaucoup de carburant. C'est gigantesque, effectivement. Le Japon, l'entrée en guerre du Japon, elle est... dû au pétrole, est-ce que c'est peut-être un peu trop Alors, c'est un vrai sujet j'allais dire, ça dépend de la perspective d'historien qu'on prend. Donc, il y a une question d'arbitraire de l'historien là-dessus. C'est aussi... Donc, la séquence, pour la rappeler, la séquence des derniers mois. Donc, on sait que le Japon attaque par surprise les États-Unis, etc., à Pearl Harbor, en décembre 1941. Très bien. Quelques mois auparavant, les États-Unis, en pratique, décrètent le gel des avoirs japonaises, qui se traduit par un embargo sur toute exportation de pétrole vers le Japon. Donc, et ça, en effet, ça provoque une alerte du commandement japonais, et c'est un paramètre qui est évoqué lors des conférences impériales qui décident de l'attaque. Donc, on peut, si on décide de commencer l'histoire à ce moment-là, et c'est un choix, on peut dire c'est l'embargo sur le pétrole qui déclenche la guerre. On peut aussi décider de commencer l'histoire en Mandchourie, peut-être. À un autre moment. Pourquoi est-ce qu'il y a cet embargo sur le pétrole ? Parce que les Japonais se sont installés au sud de l'Indochine. Alors, le sud de l'Indochine, le Japon est en guerre contre la Chine depuis 1937. Il s'était installé au nord de l'Indochine un an auparavant. Et ça a coupé une des seules voies de communication du régime chinois vers le reste du monde. Donc on pouvait y trouver une raison contre la Chine, mais le sud de l'Indochine, c'est-à-dire vers Saigon, etc., il n'y a aucun poids sur la Chine à ce moment-là, ça ne peut être que dans le fait de menacer le pourtour de la Chine du Sud, Malaisie, Singapour, Sumatra, Bornéo, les Philippines. Donc, voilà, on peut commencer l'histoire ici. Mais on peut commencer l'histoire encore avant, si on veut. Pourquoi est-ce qu'ils s'installent au sud de l'Indochine ? Parce qu'ils se sont installés au nord de l'Indochine et que ça n'a pas posé de problème. Donc ils sont installés un an auparavant au nord. Et pourquoi ils sont installés au nord de l'Indochine ? Parce que Vichy les a laissés. Pourquoi Vichy les a laissés ? Parce que Vichy existe et que la France s'est fait battre par l'Allemagne. Donc on pourrait aussi dire que c'est la défaite de la France par l'Allemagne qui provoque... Voilà, donc on peut tirer le fil de causalité. Et c'est complètement arbitraire à quel endroit on veut le faire démarrer. Maintenant, si on revient à ce qui se passe, il y a une croyance qui est bien implantée dans la tête de tous les dirigeants du Japon et des États-Unis, aussi bien donc, les uns que les autres, et je parle de Roosevelt, je parle des dirigeants japonais. Cette croyance, c'est qu'un embargo sur le pétrole vers le Japon oblige le Japon à déclarer la guerre. Voilà. Embargo égale guerre, ou embargo implique guerre. Ça,
c'est ce que les dirigeants croient. Et pourtant, il y a un embargo. Alors, il y a un jeu de poker qui joue, c'est-à-dire que les Japonais se disent, comme les Américains pensent qu'un embargo va nous obliger à rentrer en guerre, et que les Américains ne sont pas prêts à faire la guerre, ils ne feront pas d'embargo, donc on est tranquille. Et les Américains eux-mêmes pensent ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe un truc totalement inattendu, ce qui se passe. Donc, la décision américaine de réaction à l'implantation japonaise au sud de l'Indochine n'est pas un embargo sur le pétrole, c'est un gel des avoirs japonais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un gel des avoirs japonais ? C'est quoi les avoirs japonais qu'on peut geler ? Eh ben, le Japon ne possède rien, n'a pas d'entreprise, de biens physiques aux États-Unis. Non, la seule chose qu'il possède, c'est des dollars dans des banques, des dollars qui leur servent à payer notamment le pétrole qu'ils achètent. Donc geler les avoirs, ça veut juste leur dire, vous ne pouvez pas disposer de vos dollars. Oui. Ou, en réalité, ce que Roosevelt décide, c'est de dire, on va mettre en place un régime d'autorisation dans lequel, en fonction du comportement du Japon, je vais les laisser utiliser leurs dollars ou non. Toutefois, Roosevelt veut quelque chose qui soit... il veut une sorte d'immunité aux juristes, c'est-à-dire qu'il ne définit pas une règle très claire sur laquelle, après, les gens peuvent dire « oui, mais le règlement dit que, donc, en fait, je peux quand même ». Il veut quelque chose d'un peu flou, exprès. Et c'est ce qui est annoncé à la presse à la fin juillet 1941. Et la presse, les médias américains, ne saisissent pas spécialement cette subtilité et le traduisent par embargo sur le pétrole. D'accord. Le gouvernement américain, comme on vient de le dire, cherche d'être ambigu. Et donc le gouvernement américain ne fait pas de rectificatif. Il faut voir que quelque temps auparavant, le gouvernement américain avait mis en place des interdictions sur l'exportation de l'essence d'aviation, qui est un type de carburant particulier, que la presse avait considéré que c'était un total embargo, et qu'immédiatement, le secrétaire d'État avait émis un démenti. Et résultat, l'essence d'aviation a continué à être exportée vers le Japon. Donc là, ils ne refont pas la même chose. Là, ils ne démentent pas. Et en outre, par hasard, alors même si on est aux États-Unis, les gens prennent des vacances en août. Et donc, il y a une partie des fonctionnaires qui sont absents, et Roosevelt lui-même, il n'est pas à Washington, il va à Québec pour la première conférence avec Churchill. Ouais. Et donc, les douaniers, qui doivent décider si on met du pétrole dans le tanker japonais, etc., ils disent que la presse, ils n'ont pas d'instructions venant de Washington, et pour éviter de prendre des risques, ils disent non. C'est incroyable. Résultat, pendant plusieurs semaines, il n'y a pas une goutte de pétrole qui part vers le Japon. Et donc, on est face à un phénomène, il y a un historien qui l'appelle un phénomène d'autonomie administrative. Donc, ce qui se passe, ce que l'administration fait, ne correspond pas à la volonté, qui est sans aucune ambiguïté, qui est très claire. Le bras gauche ne sait pas ce que fait le bras droit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand il apparaît, après quelques semaines, qu'en effet, il n'y a plus une goutte qui est partie, Roosevelt dit, non, je vais pas rouvrir le robinet, l'opinion publique ne le comprendrait pas, quoi. Donc allez, restons comme ça, on verra bien. Incroyable. Et c'est comme ça. Quand ils attaquent Pearl Harbor n'a aucun rapport avec le pétrole. Aucun. On est d'accord. Aucun. Mais par contre, très vite, ils vont envoyer des raids. 2 mois après, ils envoient des raids parachutistes sur les puits en Indonésie, enfin l'actuelle Indonésie. Effectivement, oui. D'ailleurs, est-ce que ça avait une importance stratégique, Pearl Harbor ? Vous qui êtes un grand spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Alors, définition stratégie, c'est pas facile. Non, la base elle-même, bien sûr, elle est très importante, puisque c'est le principal port au milieu du Pacifique. Si ce territoire, le contrôle de ce territoire venait à être perdu par les États-Unis, eh bien, leurs bateaux sont basés à San Francisco. Alors, ça fait encore plus loin pour revenir. Mais il faut conquérir l'endroit physiquement. Voilà. D'accord. La guerre du Pacifique, c'est aussi une guerre de conquête des champs de pétrole. Oui. Donc les Japonais vont, puisque ça fait partie de leurs objectifs initiaux, se précipiter sur les champs de pétrole dès qu'ils peuvent. Donc il faut d'abord avoir nettoyé les Philippines, la Malaisie, Singapour, mais ensuite ils vont prendre ces champs de pétrole à Bornéo, et puis il y a des lâchers de parachutistes sur Sumatra. Alors, chose intéressante, c'est que, évidemment, la guerre étant déclenchée, on s'attend à ce que les Japonais arrivent. Les entreprises pétrolières
ont-elles prévu de détruire leurs installations avant que ça tombe aux mains des Japonais ? Eh bien, Shell, donc, qui est l'acteur historique dans cette zone, Shell vient d'inaugurer 1 an avant, ou à peu près, une raffinerie flambant neuve à Palembang, à Sumatra, et ça leur fait trop mal de la détruire. Donc, je crois qu'ils coupent juste l'électricité avant que les Japonais arrivent, un truc comme ça. Et juste en face, mais vraiment juste en face, c'est-à-dire qu'il y a un petit cours d'eau, et juste en face, il y a une raffinerie qui appartient aux Américains, et eux, ils l'ont saboté en mettant des bombes à retardement qui vont la faire exploser, quoi. C'est le pont de la rivière Kwai, en fait, là. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Mais on voit les limites entre le patriotisme et, comment on dit, une atteinte inconsidérée à du capital qui pourrait être utile. Voilà. C'est bien vu, effectivement. La bataille des Ardennes, qui a été terrible, dure, compliquée. Les Allemands la perdent. Est-ce que le pétrole y est pour quelque chose ? Un petit peu. Le manque de pétrole. Le manque de pétrole. Alors, donc, on est fin 1944. Ouais. Les usines ont été bombardées de façon assez continue. La production de pétrole s'est effondrée. En plus, les Soviétiques ont atteint la Roumanie 3 mois avant. Donc, il n'y a plus beaucoup d'essence. Néanmoins, pendant l'automne 1944, les Allemands arrivent à reconstituer une armée complète. Je ne rentre pas dans les détails de comment ils y arrivent, mais ils arrivent aussi à la ravitailler en essence. Alors c'est dû, entre autres, au fait que dans les semaines précédentes, à partir de novembre, le ciel se couvre, les bombardements des usines peuvent se faire moins souvent. Ça tient un peu de choses, quand même. Oui. Et en fait, une usine qui est bombardée, on essaie tout de suite de la faire repartir. Et la réalité, c'est que on arrive toujours à reproduire un petit peu dans cette usine. Les composants critiques, en général, d'une usine sont protégés par des chape de béton, etc. C'est pas ça qui est détruit. Ce qui est détruit, c'est tout ce qui est autour, les réseaux de ravitaillement, etc. Et donc, si on retourne pas bombarder après quelques semaines, ça repart un petit peu. Ça repart jamais au niveau d'avant, mais voilà. Et donc, ils arrivent à réunir suffisamment d'essence pour leurs besoins. Alors, de nouveau, un peu comme en Afrique du Nord ou sur le front de l'Est, cette essence n'est pas à l'endroit où c'est nécessaire. C'est pas vraiment dû à un problème de carburant, donc c'est plutôt dû au choix allemand. Donc, ayant peur de la domination aérienne, on attaque en forêt et par temps couvert, par des petites routes. L'effet de surprise est garanti. Ça crée en effet pendant un moment un grave mouvement de panique chez les Américains. Toutefois, on passe avec des gros chars sur des petites routes de montagne, donc on défonce les routes. Les véhicules derrière qui amènent le ravitaillement ont beaucoup de mal à avancer, et donc on finit par avoir des véhicules blindés qui n'ont plus le ravitaillement. Donc les stocks sont sur le Rhin, des fois assez loin, aussi parce qu'ils étaient dissimulés pour éviter de dévoiler l'attaque, mais ils existent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plainte du commandement allemand en disant j'ai pas assez d'essence. Ils le reçoivent à la dernière minute, mais ils le reçoivent. Ouais. Et en même temps, c'est un peu tout ce que l'Allemagne a produit comme essence est mis là. Hein. C'est-à-dire que Hitler... Il a de la chance. En fait. Non, mais Hitler mise tout, quoi. Oui, sur ce truc-là. Hein. Voilà. C'est fou, cette petite histoire qui explique la grande, en fait. Hein. C'est ça qui m'a bien plu dans votre livre. Fin de la guerre, les Alliés l'emportent. Le monde est totalement changé en termes de pétrole. Oui. Alors, le changement en termes de pétrole, c'est que émerge une nouvelle plaque de production qui n'était pas importante au début de la guerre. À savoir que on a trouvé du pétrole au Moyen-Orient juste avant le conflit, en 1938-1939, mais à cause du conflit, on n'a pas lancé l'exploitation. Et surtout, les entreprises pétrolières ne se sont pas tout de suite rendues compte de la masse de pétrole qu'il y avait et de la facilité à l'extraire. Ça a mis un petit peu de temps avant de le saisir, notamment Standard Oil of New Jersey, dont on parlait tout à l'heure, qui avait envoyé ses géologues à la fin des années 20 ou au début des années 30, avait envoyé un rapport en disant non, il n'y a rien. Encore des bons. Voilà. Tout ça commence à devenir évident qu'il y a beaucoup de pétrole. Je veux dire évident. Les dirigeants politiques haut placés commencent vraiment à le saisir en 1943-1944. Et à
à ce moment-là, il y a pas mal de suspicions sur ce sujet-là entre Britanniques et Américains. Donc, le Moyen-Orient est traditionnellement une zone d'influence britannique. Donc, on avait parlé de l'Iran, qui est un pays indépendant, mais en pratique, pendant la guerre, les Britanniques occupent le sud de l'Iran et les Soviétiques le nord. L'Irak est aussi est censé être un pays indépendant, mais qui est lié par des traités très proches des Britanniques. Les actuels Émirats arabes unis, à l'autre bout du Golfe, ce qui s'appelait les États de la Trêve, sont aussi très liés à la couronne, etc. Toutefois, l'Arabie saoudite elle-même, elle a donné ses concessions pétrolières à des sociétés américaines. Et donc, il y a une suspicion entre les deux puissances sur est-ce que tu ne serais pas en train d'essayer de me piquer mes concessions ce qui aboutit à pas mal de tensions sur le terrain, qui remontent au niveau de Churchill et de Roosevelt, qui, dans un échange de courrier du début 1944, vont faire un petit Yalta sur le sujet. Les courriers sont tout à fait explicites entre les deux dirigeants, où le Britannique dit « Je ne compte pas faire les yeux doux », parce que c'est un peu l'expression dans le texte, « Je ne compte pas faire les yeux doux à vos concessions en Arabie Saoudite ». Et l'Américain répond moi je ne compte pas non plus toucher à ce que vous avez au Koweït ou en Iran. Voilà, on a séparé le truc. Mais surtout, en fait, c'est l'irruption d'une influence américaine qui est non seulement industrielle mais politique dans cette région du monde que je pense pas grand monde aux États-Unis ne savait positionner sur la carte. Il y a des courants isolationnistes qui se demandent pourquoi on va agir là-bas, par exemple pendant la campagne présidentielle de 1944. Mais donc ça aboutit à cette présence américaine là, et qui est décidée donc début 44. Plus tard, au début 45, j'ai un doute. Ce n'est que début 44, pardon. Ce n'est que plus tard que au lendemain de la conférence de Yalta, sur le trajet de retour, donc Yalta c'est en Crimée, sur le trajet de retour, Churchill et Roosevelt s'arrêtent en Égypte, et le roi d'Arabie Saoudite, qui est le principal dirigeant politique d'un pays arabe indépendant à l'époque, puisque le reste du monde est colonisé, sort d'Arabie Saoudite, ce qui est exceptionnel, pour les rencontrer. Donc il y a une fameuse rencontre, d'abord avec Churchill, puis avec Roosevelt, sur le bateau. Toutefois, contrairement à ce qu'on lit parfois, on ne discute pas vraiment de pétrole, parce que les questions pétrolières ont été réglées auparavant. Voilà. En tout cas, la géopolitique est totalement recomposée par rapport au pétrole, évidemment. Là, ouais. C'est amusant parce que j'ai terminé votre livre il y a quelques jours. Vous finissez par le Venezuela, au moment où il y avait des histoires avec le président vénézuélien. Est-ce que De Gaulle avait conscience de cette importance, de cette bataille du pétrole, entre guillemets, avec cette discussion avec Roosevelt et Churchill ? Je n'ai pas mis la main sur une citation de Gaulle relative au pétrole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, alors que des citations ou des extraits de courriers venant de Roosevelt, Churchill, etc., il y en a. Je n'ai pas mis la main dessus. Donc maintenant, je n'ai pas non plus regardé tout le corpus de ce que le général de Gaulle a écrit et produit. D'évidence, donc, pour tous les dirigeants, c'est un facteur important. Ouais. Maintenant, dans la situation de Gaulle, même en fin de guerre, c'est d'abord retrouver la pleine souveraineté de la France sur ces territoires. Notamment l'Empire, donc c'est pour ça que... Qui se trouve dénué de pétrole, donc bon... Ok, d'accord, effectivement. Votre livre est incroyable, c'est un vrai livre d'historien comme j'aime, avec énormément de notes, une bibliographie gigantesque, enfin voilà, vous avez fait un travail formidable. Est-ce que le pétrole va continuer longtemps à votre avis, oui, c'est sûr. Notre vie. Il y a zéro doute, oui. Non, le pétrole, dans l'histoire du pétrole, vous l'avez sans doute vu quand vous avez fait votre propre émission, il y a régulièrement des peurs d'épuisement du pétrole. Donc il y a des périodes où on se dit il ne va plus y en avoir. Eh bien, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une période pareille, plusieurs décennies en fait. Aujourd'hui, on croit plutôt qu'on va en avoir... On va pas se remettre sur les voitures électriques. Que les conséquences écologiques vont agir avant l'épuisement des sous-sols en pétrole. Puis on en trouve de plus en plus partout. Et puis on arrive à le sortir aussi. Daniel Feldman, vous êtes formidable. Je rappelle le titre de votre livre, Le pétrole dans la Seconde Guerre mondiale. Il faut lire ça si on veut tout comprendre et comprendre encore plus, on va dire, la Seconde Guerre mondiale. J'ai l'impression qu'on en apprend tout le temps sur cette période. J'ai jamais vu autant de livres sortir sur la Seconde Guerre mondiale. Je pensais tout savoir, entre guillemets, mais en fait, on en découvre tous les jours. Donc c'est fantastique. C'est chez Passé Composé, avec le ministère des Armées d'ailleurs.
C'est pour les sources, c'est ça? Ou pour, Non, c'est pas spécialement pour les sources, c'est-à-dire que le Mystère des Armées participe à certaines publications en aidant. Voilà. Bien écoutez, je ne sais pas si vous travaillez sur un prochain Si, ouvrage, vous êtes le bienvenu, vous connaissez l'adresse maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Le pétrole dans la Seconde Guerre mondiale, ruez-vous sur le livre, mesdames, messieurs. Merci à vous.